En une semaine, un État sahélien fragile a suspendu toute compétition politique par un seul décret brutal, présenté comme une reconstruction nécessaire. Ce geste renverse une règle jugée intouchable et oblige partenaires, voisins et citoyens à revoir leurs certitudes établies. Que signifie ce basculement pour ceux qui regardent de loin? Lorsque Ibrahim Traoré affirme que l'unité doit précéder la pluralité et que la sécurité prime sur le rituel électoral. Ce qui s'est produit ensuite a déplacé les lignes du pouvoir africain et ouvert une séquence dont les conséquences dépassent largement cet instant. Vous êtes sur le point d'entendre une lecture que beaucoup évitent, non par manque d'information, mais par confort et prudence intellectuelle. Elle permet de comprendre ce qui se joue réellement derrière une décision qui, à première vue, semble n'être qu'un acte d'autorité de plus dans une région sous tension. Et ceci n'est pas une analyse destinée à être écoutée distraitement. Si vous vous arrêtez ici, vous risquez de réduire cet événement à une opposition simpliste entre autoritarisme et démocratie, sans voir les mécanismes plus profonds à l'œuvre. Vous manquerez la manière dont une crise sécuritaire, une fatigue collective et une perte de confiance ont convergé pour rendre ce choix possible, voire acceptable, aux yeux d'une partie de la population. Vous passerez aussi à côté des enjeux concrets qui se dessinent déjà pour l'avenir politique, institutionnel et social du pays concerné. En restant, vous allez acquérir une grille de lecture plus précise pour distinguer le discours officiel, les intérêts en jeu et les conséquences probables à moyen terme. Vous comprendrez pourquoi cette séquence ne concerne pas seulement un État, mais interroge plus largement la trajectoire politique de toute une région. Ignorer ces éléments, c'est accepter de regarder la surface sans jamais toucher au fond. La dissolution de l'ensemble des partis politiques n'a pas seulement modifié un cadre juridique, elle a supprimé d'un coup toute forme de concurrence organisée. En retirant ces structures, le pouvoir a changé la nature même du jeu politique, en passant d'un système imparfait à un espace entièrement centralisé. Un chiffre suffit à mesurer l'ampleur du geste. Plus de 100 partis légalement enregistrés ont cessé d'exister en une seule décision. Ce nombre ne dit pas tout de leur efficacité réelle, mais il montre la brutalité du basculement et la vitesse à laquelle un paysage politique entier a été effacé. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut revenir au point de départ. Depuis plusieurs années, l'État faisait face à une dégradation continue de la sécurité, à une perte de contrôle territorial et à une défiance croissante envers les élites civiles. Les élections se succédaient, mais les résultats concrets restaient limités pour une population confrontée à l'insécurité quotidienne. Peu à peu, les partis ont été perçus non comme des instruments de représentation, mais comme des structures éloignées des réalités vécues, concentrées sur leur rivalité interne. C'est dans ce contexte que Ibrahim Traoré est apparu comme une figure de rupture, portée moins par un programme partisan que par une promesse d'efficacité et de restauration de l'autorité de l'État. La décision de dissoudre les partis s'inscrit ainsi dans une logique de recentralisation, présentée comme temporaire, mais aux contours encore flous. Elle vise à éliminer ce qui est décrit comme des sources de division, au profit d'une unité nationale jugée indispensable face à la crise. Les premiers touchés par cette mesure sont les acteurs politiques eux-mêmes, privés de toute existence légale, mais aussi les citoyens qui se retrouvent sans canaux formels de contestation ou de médiation. Ce déplacement crée une situation inédite, un État qui affirme vouloir se reconstruire sans les mécanismes classiques de la représentation. À ce stade, la question n'est plus de savoir si le système précédent fonctionnait mal, mais ce qui peut durablement le remplacer sans créer de nouveaux déséquilibres. Très tôt dans cette séquence, un repère s'est imposé pour interpréter ce qui se déroulait, non comme une succession d'actes isolés, mais comme une trajectoire cohérente. Ce repère n'est ni une institution internationale, ni une chancellerie étrangère, mais un acteur central du moment, observé autant pour ses choix que pour ce qu'il révèle du rapport au pouvoir. Pour de nombreux observateurs locaux, la figure d'Ibrahim Traoré fonctionne comme un guide de lecture plus que comme un simple décideur. Il ne s'est pas présenté comme l'héritier d'un parti, ni comme le produit d'un compromis électoral, mais comme l'expression d'une urgence nationale. Cette posture modifie profondément la manière dont ces décisions sont perçues, car elles sont évaluées à l'aune de l'efficacité immédiate plutôt que des procédures classiques. Les premiers effets ont été visibles rapidement. Dans les jours qui ont suivi, le discours officiel s'est recentré sur la sécurité, la cohésion et la discipline administrative. Des mesures de réorganisation ont été annoncées, et l'appareil d'État a donné l'image d'un recentrage vertical, plus lisible, mais aussi plus fermé. Pour certains responsables locaux,
Cette clarification a été vécue comme un soulagement après des années de rivalité politique paralysante. Dans le même temps, d'autres signaux sont apparus. Des voix critiques, jusque-là structurées par des partis ou des coalitions, se sont retrouvées dispersées et sans cadre formel pour s'exprimer. Ce phénomène n'a pas créé de choc immédiat, mais il a installé une tension latente entre efficacité à court terme et capacité de correction à moyen terme. Ce double mouvement, renforcement de l'autorité d'un côté et affaiblissement des contrepoids de l'autre, marque une étape décisive. À partir de là, la question ne porte plus seulement sur une décision précise, mais sur la direction globale prise par l'État. Et à ce moment précis, le débat a changé de niveau. Tout a commencé par un point de rupture clair, identifiable, presque brutal, un décret, une annonce officielle, puis un silence court, lourd, immédiatement suivi de réactions en chaîne. En quelques heures, le cadre politique existant a cessé de fonctionner, comme si un interrupteur avait été abaissé sans avertissement. Au départ, l'effet a été contenu. Les administrations ont continué à tourner, les services essentiels sont restés en place, et le discours public a insisté sur la continuité de l'État. Mais très vite, les premières de secousses sont apparues. Les structures partisanes ont fermé leurs locaux, les responsables politiques ont disparu de l'espace médiatique, et les réseaux qui organisaient jusque-là la contestation se sont retrouvés désarticulés. Ce n'était pas encore le chaos, mais une mise à l'arrêt nette, presque clinique. La phase suivante a accéléré le rythme. Des réactions sont venues de plusieurs fronts à la fois. Soutien populaire dans certains centres urbains. Inquiétude silencieuse dans d'autres régions. Interrogations prudentes de partenaires extérieurs. Chaque prise de position, chaque communiqué ajoutait une couche de tension supplémentaire. Ce qui n'était qu'un acte interne a commencé à produire des ondes bien au-delà du pays. À ce stade, le mouvement est devenu irréversible. Les acteurs politiques traditionnels, privés de toute base légale, n'avaient plus de levier collectif pour répondre. Les débats se sont déplacés des arènes institutionnelles vers les conversations privées, les cercles informels, les discussions de rue. Le pouvoir, lui, avançait vite, conscient que le temps joue toujours en faveur de celui qui contrôle l'agenda. C'est dans cette phase que le rôle d'Ibrahim Traoré s'est consolidé, non pas par de nouveaux discours spectaculaires, mais par l'absence de recul. Aucune annonce de suspension temporaire, aucun calendrier précis de retour à la normale. Cette fermeté a renforcé, chez ses partisans, l'idée d'un cap assumé. Chez ses critiques, elle a fait naître la crainte d'un glissement progressif, difficile à enrayer une fois engagé. Puis sont venus les effets secondaires, plus lents mais plus profonds. Des alliances locales se sont dissoutes. Des figures intermédiaires ont perdu leur rôle de médiation. Des administrations régionales ont attendu des instructions claires, révélant une dépendance accrue au centre. Ce n'était plus seulement une crise politique, mais une recomposition silencieuse des équilibres internes. La phase de rémanence s'est installée ensuite, moins visible, mais plus lourde. Les habitudes ont commencé à changer. Les décisions ont suivi des circuits plus courts. Les désaccords se sont exprimés avec plus de retenue. Rien n'indiquait un effondrement, mais tout suggérait un durcissement progressif des marges de manœuvre. Ce qui avait été présenté comme une réponse exceptionnelle à une situation exceptionnelle s'inscrivait désormais dans la durée. À ce moment-là, une chose est devenue évidente. Même si le système précédent était défaillant, ce qui le remplaçait n'était plus une simple transition technique. C'était une nouvelle dynamique, encore incomplète, mais déjà structurante. Et lorsque les premières conséquences durables ont commencé à apparaître, la question n'était plus de savoir comment on en était arrivé là, mais ce que cette trajectoire produisait concrètement. Avant d'entrer dans les chiffres, un déplacement s'impose. Jusqu'ici, le débat a été dominé par des arguments politiques et symboliques. À ce stade, il devient nécessaire de passer d'une lecture qualitative à une évaluation plus mesurable, afin de comprendre l'ampleur réelle de ce qui est en train de se jouer. Un premier indicateur donne l'échelle du problème initial que le pouvoir affirme vouloir corriger. Avant la dissolution, le pays comptait plus de 100 partis politiques officiellement enregistrés. Ce chiffre révèle moins une vitalité démocratique qu'un éclatement extrême du paysage politique, rendant toute coordination durable presque impossible. Il traduit un système fragmenté, où la concurrence existait sans produire de gouvernance efficace ni de confiance collective. Le deuxième indicateur concerne le temps. Entre l'annonce officielle et l'entrée en vigueur effective de la mesure, moins d'une semaine s'est écoulée. Cette rapidité montre que la décision n'était pas improvisée, mais préparée en amont, et qu'elle visait à produire un choc immédiat plutôt qu'une transition progressive.
En termes institutionnels, cela signifie que les mécanismes habituels d'adaptation, de négociation ou de contestation n'ont pas eu le temps d'opérer. Un troisième chiffre permet de mesurer l'arrière-plan sécuritaire qui sert de justification centrale. Sur plusieurs années, des zones entières du territoire ont échappé au contrôle effectif de l'État, affectant directement des millions de personnes. Ce volume humain, même sans précision statistique fine, suffit à comprendre pourquoi l'argument de l'urgence résonne fortement auprès d'une partie de la population. Pour ces citoyens, la question prioritaire n'était plus la pluralité politique, mais la capacité de l'État à garantir un minimum de sécurité et de continuité. Un autre élément quantifiable réside dans la structure même de la décision. La dissolution ne s'est pas limitée aux organisations, mais s'est accompagnée du transfert de leurs biens à l'État. Ce basculement patrimonial représente un changement concret de rapport de force, car il prive instantanément les anciens partis de ressources matérielles, logistiques et financières. En pratique, cela rend toute reconstitution rapide extrêmement difficile, même en cas d'assouplissement futur. Enfin, il faut